Bonjour, aujourd'hui je viens vers vous avec une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald, romancier américain fin 19e, début 20e, voilà. Et c'est une nouvelle qui n'est pas méchante puisque ça s'appelle Le goûter des enfants. Comme vous voyez, tout le monde peut écouter. Lorsqu'il se sentait vieux, John Andros se consolait en songeant que la vie continuait à travers son enfant. Les sinistres trompettes de l'oubli se faisaient plus sourdes quand il voyait son enfant trottiner devant lui ou l'écoutait déverser au téléphone un babil incompréhensible. Ce dernier épisode se produisait tous les après-midi à 3 heures lorsque sa femme appelait son bureau de la campagne et il en était venu à attendre avec impatience ce moment qui tenait pour l'un des plus joyeux de sa journée. L'âge ne se montrait pas sur sa personne, mais sa vie avait été une succession de pénibles ascensions de pentes accidentées, et à présent, à 38 ans, ayant gagné ses batailles contre la maladie et la pauvreté, il entretenait moins d'illusions que la moyenne des gens. Même ses sentiments à l'égard de sa petite fille n'étaient pas sans mélange. Sa naissance avait interrompu une belle histoire d'amour entre ses parents, et expliqué qu'ils vivent dans une ville de banlieue où leur ration d'air pur s'obtenait au prix d'incessantes difficultés avec le personnel de maison et de fastidieux allers-retours quotidiens en train. Ce qui l'intéressait le plus chez la petite Ed, c'était la fraîcheur de l'enfance. Il aimait la prendre sur ses genoux et examiner minutieusement son crâne parfumé et duveteux, ainsi que ses yeux aux iris bleus comme le début du jour. Une fois qu'il avait rendu ses hommages, John était heureux que la nurse vienne la reprendre. Au bout de 10 minutes, la vitalité de l'enfant l'exaspérait. Il avait tendance à perdre son sang-froid quand des objets étaient brisés. Et un dimanche après-midi, comme elle avait interrompu une partie de bridge en cachant pour de bon l'as de pique, il avait fait une scène telle que sa femme avait éclaté en sanglots. C'était absurde, et John avait honte de sa conduite. Il était inévitable que pareils incidents se produisent. Et comment imaginer que la petite Ed passe tout son temps dans la nurserie à l'étage, elle qui devenait chaque jour un peu plus, selon les termes de sa mère, une vraie personne. Elle avait 2 ans et demi, et cet après-midi par exemple, elle allait à un goûter d'enfants. Edith, son adulte de mère, avait téléphoné l'information au bureau, et la petite Ed avait confirmé la chose en hurlant dans l'oreille gauche de son père qui ne se doutait de rien. « Je vais goûter les enfants !» « Passe chez les Marquets en rentrant. Veux-tu, chérie ?» enchaîna sa mère. « Ça sera amusant. Ed portera ce qu'elle a de plus joli, sa nouvelle robe rose. » La conversation s'acheva de manière abrupte par un cri éraillé qui signifiait que l'appareil avait été projeté violemment à terre. John éclata de rire et décida de prendre un train plutôt que d'ordinaire. La perspective d'un goûter d'enfant chez un voisin l'égayait. Quelle délicieuse pagaille, songeait-il avec humour. Une douzaine de mères, chacune n'ayant Dieu que pour son bambin. Ce petit monde casse tout ce qui touche et met sa main dans les gâteaux. Et chaque maman rentre chez elle en pensant que son enfant, à elle, est supérieur, oh combien subtilement, à tous les autres. Il était de bonne humeur aujourd'hui. Tout allait comme jamais, de mieux en mieux dans sa vie. Lorsqu'il descendit du train à la gare, il secoua la tête en guise de réponse à un chauffeur de taxi importun et entreprit la montée de la longue côte qui menait chez lui dans le crépuscule mordant de décembre. Il n'était que 6 heures du soir, mais la lune était déjà levée et répandait fièrement une lumière rutilante sur la mince couche de neige qui poudrait les pelouses. Tandis qu'il marchait, emplissant ses poumons de l'air vif, sa joie ne cessait de croître, et l'idée d'un goûter d'enfant l'enchantait de plus en plus. Il commença à se demander quelle figure Ed faisait auprès des autres enfants de son âge, et si la robe rose qu'elle allait porter montrait avec assez de netteté qu'elle était une vraie petite fille. Pressant le pas, il arriva en vue de sa propre maison, où les bouquets d'ampoules d'un arbre de Noël défunt se voyaient encore par la fenêtre. Mais il continua son chemin, le goûter avait lieu chez leurs voisins, les Marquets. Comme il gravissait les marches de briques et tirait la sonnette, il perçut des voix à l'intérieur. Il constata avec plaisir qu'il n'arrivait pas trop tard. Puis il releva la tête et écouta. Les voix n'étaient pas celles des enfants, c'étaient des voix fortes, aiguës, chargées de colère. Il y en avait au moins 3, et l'une d'elles se transforma presque aussitôt en une crise de larmes hystérique. Il reconnut les sanglots de sa femme. Il s'est passé quelque chose, pensa-t-il immédiatement. Il posa la main sur la poignée. Comme la porte n'était pas verrouillée, il la poussa. Le goûter des enfants commençait à 4h30.
Mais Edith Andros, ayant astucieusement supputé que la robe neuve ferait un effet plus spectaculaire si elle contrastait avec des vêtements déjà fripés, décida de n'arriver avec la petite Ed qu'à 5 heures. Lorsqu'elles firent leur apparition, le goûter battait son plein. 4 petites filles et 9 petits garçons, chacun bouclé, lavé et habillé avec tout le soin dont est capable un cœur fier et jaloux, dansaient sur la musique d'un phonographe. Il n'y avait jamais plus de 2 ou 3 danseurs à la fois, mais comme tous les enfants ne cessaient d'aller chercher au pas de course les encouragements de leur mère, l'impression générale de mouvement était immuable. Lorsqu'Edith et sa fille entrèrent, la musique fut un moment noyée sous les accords prolongés d'un chœur où dominait largement le mot « mignonne » adressé à la petite Ed, qui jetait des regards timides autour d'elle et tripotait les bords de sa robe rose. On ne l'embrassa pas, notre siècle est éminemment hygiénique. Mais on la fit passer devant une rangée de mamans dont chacune l'assura qu'elle était si mignonne et prit sa petite main, la tenant un instant dans la sienne avant de confier la fillette à sa voisine. Une fois qu'on l'eut encouragée et doucement poussée en avant, elle se laissa entraîner dans la danse et devint un membre actif de la fête. Edith se tenait près de la porte et parlait à Miss Marquet sans jamais quitter de l'œil la minuscule figure en robe rose. Elle ne portait guère d'intérêt à Miss Marquet, qui était à ses yeux une femme revêche et très ordinaire. Mais comme John et Joe Marquet s'appréciaient fort l'un l'autre et prenaient le train tous les matins ensemble, les 2 femmes s'appliquaient à entretenir la fiction d'une cordiale amitié. Elles se reprochaient mutuellement de ne pas venir me voir et ne cessaient de prévoir d'organiser le genre de soirée qu'on annonce en disant « Il faut que vous veniez dîner chez nous bientôt et nous irons ensuite au théâtre ». Mais ces projets n'aboutissaient jamais. « La petite Ed est absolument adorable », dit Miss Marquet avec un sourire en s'humectant les lèvres d'une manière qu'Edith trouva particulièrement répugnante. « Mais c'est déjà une adulte. Incroyable !» Edith se demanda si la formule « la petite Ed » ne s'expliquait pas par le fait que Billy Marquet, bien que plus jeune de quelques mois, pesait presque 5 livres de plus qu'elle. Elle accepta une tasse de thé, alla prendre place sur un canapé avec 2 autres dames et attaqua le point principal de l'ordre du jour de la réunion, le récit des récentes prouesses et étourderies de son enfant. 1 heure passa, la danse commença à perdre de son charme et les bambins se tournèrent vers des activités plus sérieuses. Ils se précipitèrent dans la salle à manger, contournèrent la grande table et tentèrent leur chance avec la porte de la cuisine, qui fut libérée par l'intervention d'un corps expéditionnaire de mères. Ces dernières regroupèrent les enfants qui s'échappèrent et revinrent en courant dans la salle à manger pour s'amuser encore un peu avec la porte battante désormais familière. « Ils sont un peu échauffés », murmurait-on ici et là, et l'on épongea les petits fronts blancs avec de petits mouchoirs blancs. Tout le monde alors entreprit de faire asseoir les enfants, qui se dégageaient vite des genoux des mères en se tortillant et en criant avec véhémence « Par terre, par terre !» et l'on s'élança de nouveau vers la fascinante salle à manger. Cette phase de la réunion s'acheva avec l'arrivée des rafraîchissements, un grand gâteau avec 2 bougies et des soucoupes pleines de glace à la vanille. Billy Marquet, un garçonnet dodu et rieur aux cheveux roux et aux jambes un peu arquées, souffla les bougies et, à titre expérimental, posa un doigt sur la couche de sucre glacé. On distribua le goûter et les enfants mangèrent gloutonnement, mais dans le calme. Ils s'étaient parfaitement bien tenus tout l'après-midi. C'étaient des petits-enfants modernes qui mangeaient et dormaient à heure régulière. Aussi avaient-ils bon caractère et un visage rose et frais. Une si pacifique réunion n'eût pas été possible 30 ans plus tôt. Après le goûter, un long exode commença. Edith jetait des regards inquiets à sa montre. Il était presque 6 heures et John n'était toujours pas là. Elle aurait voulu qu'il voie Ed avec les autres enfants, qu'il voie comme elle était digne, polie, intelligente, et que la seule tache de crème glacée sur sa robe avait coulé de son menton lorsqu'on l'avait bousculée par derrière. « Tu es un ange », murmura-t-elle à sa fille en l'attirant soudain contre ses genoux. « Sais-tu que tu es un ange? Le sais-tu bien ?» Ed se mit à rire. « Ouah, ouah » dit-elle brusquement. « Ouah, ouah » Edith regarda autour d'elle. « Il n'y a pas de ouah, ouah ?» « Ouah, ouah » répéta Ed. « Je veux un ouah, ouah » Edith suivit la direction que montrait le doigt pointé. « Ce n'est pas un ouah, ouah, chérie, c'est un nounours. »« Nours ?»« Oui, c'est un nounours, et il appartient à Billy Marquet. Tu ne veux pas prendre le nounours de Billy Marquet, n'est-ce pas ?»« Si, elle voulait le nounours. » Elle échappa à sa mère et s'approcha de Billy Marquet, qui tenait son jouet serré dans ses bras.
Elle fixa sur lui un regard impénétrable, tandis que Billy riait. Edith mère consulta de nouveau sa montre avec impatience cette fois. Le groupe se réduisait maintenant à Ed et Billy, ainsi que 2 autres enfants, dont l'un ne restait que parce qu'il s'était caché sous la table de la salle à manger. C'était pur égoïsme de la part de John de ne pas venir. Sa petite fille ne lui inspirait guère de fierté. Une demi-douzaine de pères étaient venus chercher leurs femmes, et ils s'étaient attardés un moment pour regarder les enfants. Tout à coup, il y eut un gémissement. Ed s'était emparé de l'ours en peluche de Billy en le lui arrachant des bras. Et quand Billy avait tenté de le récupérer, elle l'avait poussé à terre sans trop se soucier de son geste. « Mais enfin, Ed !» s'écria sa mère en réprimant une puissante envie de rire. Joe Marquet, un bel homme de 35 ans, aux larges épaules, attrapa son fils et le remit sur ses pieds. « Tu es un sacré gaillard, dit-il gaiement. Tu laisses une fille te renverser. Quel sacré gaillard !»« Est-ce qu'il s'est fait une bosse à la tête ?» demanda Miss Marquet, qui revenait toute anxiété après être allée saluer son avant-dernière visiteuse. « Mais non, s'exclama Marquet. Il s'est fait une bosse ailleurs, pas vrai, Billy ? C'est ailleurs qu'il s'est fait une bosse. » Billy avait déjà si bien oublié sa bosse qu'il s'évertuait à recouvrer son bien. Il saisit une patte de l'ours qui dépassait entre les bras enveloppants d'Ed et tira dessus, mais en vain. « Non !» dit Ed d'un ton solennel. Soudain encouragé par le succès à demi accidentel de sa première manœuvre, Ed lâcha l'ours en peluche, posa ses mains sur les épaules de Billy et le fit culbuter en arrière. Cette fois, la chute fut plus brutale. Sa tête heurta le sol nu, juste au bord du tapis, avec un bruit sourd et creux. L'enfant respira profondément et poussa un cri de douleur. La pièce fut aussitôt plongée dans le plus grand désordre. Marquet lâcha une exclamation et courut vers son fils. Mais sa femme fut la première à se trouver auprès du blessé qu'elle prit dans ses bras. « Oh, mon Billy !» s'écria-t-elle. « Quelle bosse affreuse ! Elle mériterait une bonne fessée. » Edith, qui s'était précipitée vers sa fille, entendit la remarque. Ses lèvres se serrèrent durement. « Voyons, Ed, murmura-t-elle pour la forme, tu es une vilaine petite fille. » Ed rejeta soudain sa petite tête en arrière et éclata de rire. C'était un rire clair, un rire de triomphe, de défi et de mépris. Malheureusement, c'était aussi un rire contagieux. Avant même d'avoir compris ce que la situation avait de délicat, sa mère se mit à rire à son tour, et ce rire parfaitement distinct et reconnaissable ressemblait fort à celui de sa fille. Il était chargé des mêmes inflexions. Et tout aussi soudainement, elle s'arrêta. Le visage de Miss Marquis était devenu rouge de colère. Et Marquis, qui tâtait du doigt le crâne de son fils au-dessus de la nuque, la regarda en fronçant les sourcils. « C'est déjà enflé, dit-il avec une note de reproche en la voix. Je vais chercher de l'amamélis. » Mais Miss Marquis s'emportait. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans le spectacle d'un enfant blessé, dit-elle d'une voix tremblante de rage. Pendant ce temps, la petite Ed regardait sa mère avec curiosité. Elle avait remarqué que son rire avait déclenché celui de sa mère et se demandait si la même cause produirait toujours le même effet. Elle choisit donc cet instant pour rejeter sa tête en arrière et rire à nouveau. Ce nouvel accès de gaieté ajouta aux émotions de sa mère une ultime touche d'hystérie. Portant son mouchoir à sa bouche, elle se mit à pousser des gloussements irrépressibles. C'était plus qu'un fou rire nerveux. Elle sentait que, d'une certaine façon, elle riait avec sa fille, que toutes deux riaient ensemble. C'était une sorte de provocation, elles deux contre le reste du monde. Tandis que Marquet courait chercher le baume dans la salle de bain à l'étage, sa femme marchait de long en large, en berçant dans ses bras l'enfant qui hurlait. « Je vous prie de rentrer chez vous !» s'exclama-t-elle avec véhémence. « Le petit a été sérieusement touché. Et si vous n'avez pas la décence de rester calme, vous feriez mieux de rentrer chez vous. »« Très bien, dit Edith, qui sentait à son tour la moutarde lui monter au nez. Je n'ai jamais vu personne faire ainsi une montagne de... « Sortez !» hurla Miss Marquis au comble de la fureur. « Voici la porte, sortez, je ne veux plus vous revoir ici, ni vous, ni votre petite morveuse. » Edith avait pris sa fille par la main et se hâtait vers la porte. Mais quand elle entendit cette remarque, elle s'arrêta et se retourna, le visage révulsé d'indignation. « Comment osez-vous dire cela ?» Miss Marquis ne répondit pas, mais continua d'aller et venir en marmottant pour elle-même et Billy d'une voix à peine audible. Edith éclata en larmes. « Oui, je pars d'ici, dit-elle avec des sanglots. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi grossier et de vulgaire de toute ma vie. Je suis heureuse que votre garçon ait été renversé. Ce n'est qu'un gros imbécile de toute façon. » Joe Marquis arriva au pied de l'escalier, juste à temps pour entendre cette dernière exclamation. « Voyons, Miss Andros, dit-il sèchement, ne voyez-vous pas que le petit a mal ? Je vous prie d'essayer de garder votre sang-froid. » « Garder mon sang-froid ?
s'écria Edith d'une voix entrecoupée. Vous devriez plutôt lui demander à elle de garder son sang-froid. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi vulgaire de toute ma vie. Elle m'insulte. Miss Marquis était maintenant livide de rage. Tu as entendu ce qu'elle a dit, Joe? J'aimerais que tu la mettes dehors. Si elle ne veut pas partir, attrape-la par les épaules et mets-la dehors. Ne me touchez pas, cria Edith, le temps de trouver mon manteau, et je pars. Aveuglée par les larmes, elle fit un pas vers le vestibule. C'est précisément à ce moment que la porte s'ouvrit et que John Andros entra, empli d'inquiétude. « John !» s'écria Edith en s'élançant impétueusement vers lui. « Que se passe-t-il? Mais enfin, que se passe-t-il ici ?»« Ils veulent me mettre à la porte, gémit-elle en s'effondrant contre lui. Ils venaient de me prendre par les épaules et de me pousser dehors. Je veux mon manteau. » « Ce n'est pas vrai, se hâta de dire un marquis. Personne ne va vous mettre dehors. Il se tourna vers John. Personne ne va la mettre dehors, répéta-t-il. Que signifie la mettre dehors? Demanda John avec brusquerie. De quoi parlez-vous tous exactement? Oh, partons, lança Edith. Je veux partir d'ici. Ils sont si vulgaires, John. Ça suffit maintenant. Le visage du marquis s'assombrit. Vous avez assez dit et répété cela. Il me semble que vous commencez à dérailler. Ils ont dit qu'Ed était une morveuse. Pour la seconde fois de l'après-midi, la petite Ed manifesta une émotion à contre-temps. Troublée et effrayée par ces voix qui criaient, elle fondit en larmes, et ses pleurs eurent pour effet de laisser croire qu'elle ressentait cruellement l'insulte. « À quoi jouez-vous » rugit John. « Vous insultez vos invités sous votre propre toit à présent ?»« Il me semble que c'est votre femme qui nous a insultés, » répondit Marquis sur un ton tranchant. « À vrai dire, c'est votre enfant qui est à l'origine de toute cette histoire. » John eut un grognement de mépris. « Vous lancez des injures à une petite fille ?» demanda-t-il. « Voilà qui est digne d'un homme. » « Ne lui adresse pas la parole, John, » supplia Edith. « Va me chercher mon manteau. »« Vous devez être en piteux état pour passer vos excès d'humeur sur un enfant qui n'en peut mais, » poursuivit John avec colère. « Je n'ai jamais rien entendu d'aussi faux de toute ma vie, » hurla Marquis. « Si votre femme voulait bien fermer son clapet un instant. Et attention, vous ne parlez plus à une femme et à un enfant maintenant. » Il y eut alors une interruption inopinée. Edith cherchait son manteau parmi d'autres vêtements sur une chaise. Et Miss Marquis l'observait en roulant des yeux furibonds. Soudain, elle posa Billy sur le canapé, où il s'arrêta aussitôt de crier et se redressa. Puis, elle passa dans le vestibule, trouva rapidement le manteau d'Edith et le lui tendit sans dire un mot. Elle retourna au canapé, reprit Billy dans ses bras et, tout en le berçant, continua à regarder Edith avec des yeux méchants. L'interruption avait duré moins d'une demi-minute. « Votre femme vient ici et se met à crier à qui veut l'entendre que nous sommes vulgaires, » s'exclama Marquis démonté. « Dites-moi si nous sommes tellement vulgaires, pourquoi venez-vous chez nous? Et d'abord, pourquoi ne prenez-vous pas la porte tout de suite ?» John fit entendre un autre grognement de mépris. « Vous n'êtes pas seulement vulgaire, » répliqua-t-il, « mais à l'évidence, une affreuse petite brute, en particulier quand vous êtes en présence de femmes et d'enfants sans défense. » Il saisit la poignée de la porte qu'il ouvrit. « Viens, Edith. » Prenant sa fille dans ses bras, sa femme sortit, et John, qui n'avait pas cessé de considérer Marquis d'un œil méprisant, s'apprêtait à la suivre. « Attendez !» Marquis fit un pas en avant, il tremblait un peu, et deux grosses veines sur sa tempe s'étaient soudain gonflées. « Vous ne pensez quand même pas vous en tirer comme ça, non? Avec moi ?» Sans dire un mot, John franchit le seuil, laissant la porte ouverte. Edith, qui pleurait toujours, se dirigeait vers la maison. Après l'avoir suivi des yeux jusqu'à ce qu'elle fût devant chez eux, John fit demi-tour. Il s'avança vers la porte éclairée, tandis que Marquis descendait lentement les marches verglacées. Il ôta son pardessus et son chapeau, qu'il jeta dans la neige, loin de l'allée. Puis, il fit un pas en avant. Il était mal assuré sur la neige glacée. Au premier coup, ils glissèrent tous deux et tombèrent lourdement sur le trottoir. Puis ils se relevèrent, à demi, et retombèrent, agrippés l'un à l'autre. Ils trouvèrent un meilleur aplomb sur la mince couche de glace en bordure du trottoir. Et ils se précipitèrent l'un sur l'autre, se décochant des coups furieux, transformant par leur piétinement la neige sous leurs semelles en une boue pâteuse. La rue était déserte, et, à l'exception de leurs courts halètements de fatigue et du bruit étouffé de leur corps lorsque l'un ou l'autre tombait dans la gadoue, ils se battaient en silence. La silhouette de chacun se dessinait clairement pour l'autre dans la clarté de la pleine lune et la lueur ambrée qui venait de la porte ouverte. Plusieurs fois, ils glissèrent ensemble, et, un long moment, le corps à corps violent se déroula sur la pelouse. Pendant 10, 15, 20 minutes, ils luttèrent ainsi stupidement au clair de lune.
Ils avaient tous deux ôté leurs vestes et leurs gilets lors d'une pause décidée d'un accord tacite. Et leurs chemises n'étaient plus que lambeaux détrempés qui pendaient dans leur dos. Tous deux étaient abîmés, couverts de sang, et tellement épuisés qu'ils ne parvenaient plus à se tenir debout que, lorsque, par leur posture dans le feu de l'action, ils se soutenaient l'un l'autre. Un coup donné ou simplement préparé par un effort des muscles suffisait à les faire tomber à genoux. Mais ce ne fut pas la fatigue qui mit un terme à l'affrontement. Et l'absurdité même du combat constituait une bonne raison de ne pas l'interrompre. Ils s'arrêtèrent, parce qu'à un moment où la bagarre se poursuivait à même le sol, ils entendirent un bruit de pas sur le trottoir. Ils avaient roulé, sans bien s'en rendre compte, dans un coin peu éclairé. Et quand ils entendirent ces pas, ils cessèrent de se battre, cessèrent de bouger, cessèrent de respirer, et restèrent serrés l'un contre l'autre, comme deux gamins jouant aux Indiens, jusqu'à ce que le bruit de pas se fût éloigné. Alors, ils se relevèrent en titubant, et se regardèrent comme deux hommes ivres. « Je veux bien être pendu si je continuais comme ça, » lança Marquis d'une voix rauque. « Je ne continue pas non plus, » dit John Andros. « J'ai mon content. » Ils se regardèrent à nouveau, mais cette fois d'un œil maussade, comme si chacun soupçonnait l'autre de l'inciter à reprendre le combat. Marquis cracha du sang qui coulait de sa lèvre coupée, puis il jura faiblement et, ramassant sa veste et son gilet, en secoua la neige d'un air étonné, comme si leur relative humilité était la seule chose au monde dont il se soucia. « Vous voulez entrer pour vous nettoyer un peu » demanda-t-il soudain. « Non merci, dit John, il faut que je rentre. Ma femme va s'inquiéter. » Il ramassa à son tour son veston et son gilet, puis son manteau et son chapeau. Trempé, ruisselant de sueur, il semblait inepte qu'il ait porté ces mêmes vêtements une demi-heure plus tôt. « Bon, eh bien, bonne nuit, dit-il d'une voix hésitante. Tout à coup, ils se dirigèrent l'un vers l'autre et se serrèrent la main. Le geste n'était pas de pure forme. John Andros passa son bras autour de l'épaule de Marquis et lui donna quelques petites tapes affectueuses dans le dos. « Sans rancune, dit-il d'une voix entrecoupée. « Oui, d'accord ? Oui, je t'y rentrerai. »« Eh bien, fit John Andros au bout d'une minute, je crois que je vais vous souhaiter une bonne nuit. »« Bonne nuit. » John Andros s'éloigna d'une allure légèrement boitillante, ses vêtements sur le bras. La lune brillait encore quand il quitta le sombre carré d'herbe qu'ils avaient piétiné et traversa la pelouse en direction de la maison. Il entendit, venant de la gare, 1 kilomètre de là, le grondement du train de 7 heures. « Vous avez eu un coup de folie, dit Edith d'une voix brisée par l'émotion. Je croyais que vous alliez arranger ça et vous serrer la main. C'est pour ça que je suis parti. Tu voulais vraiment qu'on arrange cette affaire ? Non, bien sûr, je ne veux plus jamais les revoir. Mais je pensais que tu allais t'occuper de régler ça calmement. Elle appliquait de la teinture d'iode sur les meurtrissures qu'il avait au cou et dans le dos, tandis qu'il était assis placidement dans un bain chaud. « Je vais appeler le docteur, fit-elle, insistante. Tu pourrais avoir une lésion interne. » Il secoua la tête. « Jamais de la vie, répondit-il. Je ne veux pas que toute la ville soit au courant. » Je ne comprends toujours pas comment tout ça est arrivé. Moi non plus. Il eut un sourire sardonique. J'ai l'impression que ces goûters d'enfants ne sont pas de tout repos. Au moins, je suis ravi d'avoir commandé du beefsteak pour le dîner de demain, dit-elle avec les accents de l'optimisme. Pourquoi ? Mais pour ton œil, bien sûr. Sais-tu que j'ai été à 2 doigts de commander du veau ? C'est un fameux coup de chance, non ? Une demi-heure plus tard, vêtu de pied en cap, sauf que son cou ne pouvait supporter de colle, John testait la mobilité de ses membres devant la glace. « Je crois que je vais essayer de me garder en meilleure forme, dit-il pensivement. Je dois me faire vieux. Tu veux dire pour pouvoir le battre la prochaine fois ? Je l'ai battu, fit-il savoir. Enfin, du moins, personne n'a eu le dessus sur l'autre. Et il n'y aura pas de prochaine fois. Cesse donc de traiter les gens de vulgaires. Quand tu as ce genre d'ennui, enfile ton manteau et rentre à la maison, tu comprends ? Oui, mon chéri, dit-elle humblement. J'ai été très sotte, je m'en rends compte à présent. Dans le couloir, il s'arrêta soudain devant la chambre de la fillette. Elle dort ? Comme une souche. Mais tu peux aller jeter un coup d'œil et lui souhaiter bonne nuit. Ils entrèrent sur la pointe des pieds et se penchèrent au-dessus du lit. La petite Ed, les joues rouges de santé, poings roses serrés, dormait d'un sommeil profond dans la pièce sombre et fraîche. John passa le bras par-dessus la barre du lit et caressa d'un geste léger les cheveux soyeux. « Elle dort, murmura-t-il comme intrigué. Évidemment, après un après-midi pareil. « Maman Dos !» Le murmure théâtral de la domestique de couleur leur parvint du couloir. « Monsieur et Madame Marquis sont en bas et veulent vous voir. Monsieur Marquis, il est tout en morceaux, même. Il a le visage comme un rose beef. Et Mme Marquis, elle a l'air mauvais. »
Ça alors, quel incroyable toupet, s'écria Edith. Dites-leur que nous ne sommes pas là. Je ne descendrai pas pour tout l'or du monde. Bien sûr que si, tu descendras. La voix de John était dure, implacable. Quoi? Tu vas descendre immédiatement. Et qui plus est, quoi que fasse cette femme, tu vas t'excuser pour ce que tu as dit cet après-midi. Après ça, tu pourras ne plus jamais la revoir. Mais John, je ne peux pas. Tu le dois pourtant. Pense seulement qu'il a dû lui en coûter 2 fois plus de venir ici qu'il ne t'en coûte de descendre. Tu ne viens pas avec moi? Il faut que j'y aille seul. Je descends, dans une minute. John Andros attendit qu'elle dû refermer la porte derrière elle, puis il se pencha sur le lit, prit sa petite fille avec ses couvertures et le reste, et s'assit dans le fauteuil à bascule, la tenant serrée dans ses bras. Elle remua un peu, il retint sa respiration, mais elle dormait à poings fermés. Et quelques instants plus tard, elle reposait paisiblement dans le creux de son coude. Il inclina lentement la tête, jusqu'à ce que sa joue vienne effleurer les cheveux blonds. Ma petite fille chérie, murmura-t-il. Petite fille chérie, petite fille chérie. John Andros comprit alors la raison pour laquelle il s'était battu si férocement ce soir-là. Il la tenait, cette raison. Il la possédait à jamais dans ses bras. Et il resta encore quelque temps dans l'obscurité, à se balancer dans son fauteuil à bascule. Voilà. Fin d'une histoire qui n'est pas dramatique. Hein. L'amour des enfants, l'amour paternel, c'est quelque chose. Voilà. La morale de l'histoire. À une prochaine lecture peut-être. Au revoir.